Aujourd'hui, tu vas voir des œuvres où chaque foutu photogramme pourrait être accroché dans un musée. Le sommet absolu du cinéma, où le perfectionnisme pathologique des réalisateurs les a poussés à atteindre la maîtrise visuelle. Et je ne parle pas de simple esthétisme. Ici, chaque plan cache du symbolisme, de l'âme, et une narration qui transmet plus que 1000 mots. Prépare-toi, car tu es sur le point d'assister à des films d'une beauté si incroyable que depuis plus de 50 ans, personne n'a été capable de surpasser. Dans le désert rouge, nous voyons Juliana, une femme prisonnière d'une profonde crise psychologique et d'une déconnexion existentielle après avoir subi un accident de la route brutale. Pour traduire son aliénation mentale et sa panique face au monde industriel froid et déshumanisé qui l'entoure, Michelangelo Antonioni ne s'est pas contenté de filmer la réalité. Il l'a littéralement peinte. Il a modifié le paysage à sa guise, peignant des arbres, de l'herbe et des usines dans des tons gris et rougeâtres pour refléter l'anxiété et l'aliénation de sa protagoniste. Il a réussi à transformer un environnement industriel toxique en une beauté maladive, mélancolique et hypnotique. C'est l'utilisation expressionniste de la couleur la plus brutale du cinéma. Ici, le paysage est un état mental brisé. Dans Héros, nous plongeons dans la Chine antique pour assister à la rencontre entre un guerrier sans nom et le roi de Chine, qu'il compte assassiner en racontant comment il a éliminé ses ennemis les plus dangereux. Mais dans ce chef-d'œuvre des arts martiaux, la vérité ne se raconte pas avec des mots. Elle se raconte par la couleur. Zhang Yimou et le directeur de la photographie Christopher Doyle divisent la narration en blocs chromatiques brutaux. Le rouge de la passion, le bleu de la raison, le blanc de la vérité et le vert du souvenir. Chaque duel est un ballet visuel hypnotique où les vêtements flottants, les feuilles qui tombent et l'eau défient la gravité. C'est la démonstration ultime que le cinéma d'action, s'il est filmé avec art, peut rivaliser avec les meilleures peintures du Louvre. Le Narcisse noir de Michael Powell et Emmerich Pressburger, avec la photographie du légendaire Jack Cardiff, est le saint graal du Technicolor. Un groupe de nonnes anglicanes voyage vers une falaise isolée et exotique de l'Himalaya pour y fonder un couvent. Mais l'altitude, le vent indomptable et les fantômes du passé déclenchent en elles une tension érotique et psychologique dangereuse. Pour filmer cette descente dans la folie, le directeur de la photographie a accompli un miracle unique en Technicolor à 3 bandes. Le film n'a pas été tourné en Inde, mais dans les studios froids de Pinewood en Angleterre. Chaque montagne imposante est littéralement une peinture sur verre. Il a réussi à ce que les visages en sueur et les regards de désir se plantent dans le spectateur, comme si nous étions devant une toile baroque vivante. Krzysztof Kieślowski a fait ses adieux au cinéma en nous offrant une obsession avec 3 couleurs. Ici, la couleur rouge ne décore pas les scènes, elle te poursuit. Elle est sur un panneau publicitaire géant, sur une voiture, sur une tasse, dans les filtres de la caméra. C'est une présence vivante. L'histoire commence avec une mannequin qui renverse le chien d'un juge à la retraite, un type bourru qui passe son temps à espionner ses voisins. Mais l'intrigue est presque un prétexte. Ce qui est véritablement hypnotique, c'est la façon dont le directeur de la photographie, Piotr Sobocinski, bouge la caméra. Elle flotte de manière élégante et mélancolique, reliant les vies de ces 2 inconnus par des reflets et des lumières chaleureuses. Tu ne regardes pas un film. Tu ressens que tu es pris au piège dans un destin invisible qui connecte des âmes brisées par le biais de la couleur. Dans Cold War, nous assistons à l'amour le plus pur, toxique, magnétique et impossible, entre un directeur musical et une jeune chanteuse qui traverse les frontières dans l'Europe d'après-guerre. Pour dépeindre cet amour condamné, le directeur de la photographie, Łukasz Żal, a enfermé les amants dans un format 4/3 qui semble étouffant. Mais le véritable miracle, c'est son noir et blanc. Avec un contraste violent de lumières aveuglantes et d'ombres profondes, où les corps semblent sculptés dans le marbre, absorbant à la fois la décadence des clubs de jazz à Paris et le froid de la Pologne communiste. L'absence de couleur n'a jamais eu autant d'âme. Dans l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, Roger Deakins a redéfini le western moderne en transformant la trahison en une élégie crépusculaire. Nous suivons ici les derniers mois de la vie du légendaire hors-la-loi Jesse James et la relation maladive d'admiration et de jalousie avec son futur meurtrier, Robert Ford. Mais ce qui te captive, c'est son atmosphère de rêverie mélancolique. Pour y parvenir, Deakins a altéré de vieilles optiques, créant des bords flous
qui font que chaque plan ressemble à une photographie du 19e siècle prenant vie. Le zénith absolu est la scène mythique du braquage de trains nocturnes. Une obscurité totale, rompue seulement par les phares de la locomotive filtrant à travers la fumée et les arbres, faisant en sorte que la violence du désert soit ressentie comme une élégie funèbre. La double vie de Véronique pose une prémisse troublante. Et si ton âme sœur vivait à l'autre bout du continent ? Kieślowski suit deux femmes identiques, l'une polonaise et l'autre française, qui partagent un lien mystique. Pour nous envelopper dans cette atmosphère spirituelle, l'équipe a renoncé au réalisme en inondant l'écran de filtres optiques jaunes, ambrés et verts intenses. La lumière traverse constamment des fenêtres et des billes de verre, transformant la routine en un rêve mélancolique. La caméra interprète le monde à travers des reflets et des déformations pour que l'écran ressemble à un miroir brisé. C'est un cinéma spirituel, où la musique et la lumière parviennent à filmer l'impossible, l'âme humaine. Peu de cinéastes osent compresser la naissance de l'univers et un après-midi de jeu au Texas dans un même soupir. Avec The Tree of Life, Terrence Malick a brisé toute grammaire narrative conventionnelle pour nous livrer une expérience sensorielle absolue. D'un côté, nous voyons l'évolution cosmique. De l'autre, nous vivons le deuil d'un adulte qui se souvient de son enfance, avec la rigidité de son père et la tendresse infinie de sa mère. Emmanuel Lubezki filme comme une présence invisible qui poursuit les acteurs en lumière naturelle, méprisant tout projecteur artificiel pour capturer chaque instant comme s'il s'agissait d'un souvenir sacré. Cette œuvre d'une ambition téméraire transforme le cinéma en une prière visuelle. Un rappel que, entre l'immensité des étoiles et la poussière du sol, chaque existence est un miracle. Ingmar Bergman affirmait que l'intérieur de l'âme humaine est une grande membrane de couleur rouge. Dans Cris et chuchotements, il a poussé cette intuition troublante à sa limite absolue. L'histoire nous enferme dans un manoir majestueux pour assister à l'agonie douloureuse d'une femme atteinte d'un cancer, flanquée par la froideur de ses deux sœurs et le seul véritable réconfort de sa servante. Sven Nykvist exécute une prouesse d'éclairage psychologique, faisant flotter des visages pâles et hypnotiques sur des pièces tapissées d'un cramoisi violent et oppressant. Ici, les transitions ne fondent pas au noir. Elles fondent dans un rouge pur qui asphyxie le spectateur. C'est le portrait définitif de l'isolement et de la peur de la mort, où la lumière expose les misères de l'esprit avec une beauté dévastatrice. Pendant le tournage de Ran, Akira Kurosawa était presque aveugle, dépendant entièrement de son équipe et de toiles méticuleuses qu'il avait lui-même peintes à la main avant que son monde ne s'éteigne. Cette adaptation brutale du roi Léar dans le Japon féodal dépeint l'effondrement tragique d'un vieux seigneur de la guerre, trahi par la cupidité de ses propres fils. Le déploiement visuel est une pure violence picturale. Des armées entières codées en jaune, bleus et rouges, s'affrontant sous des nuages d'orage. L'incendie emblématique du château dans un silence absolu est l'apogée d'un génie qui a défié la biologie elle-même. Le cinéaste n'avait pas besoin de ses yeux. La composition parfaite habitait déjà son esprit. Conçu à l'origine comme un pamphlet de propagande communiste, Soy Cuba a complètement échoué en tant qu'outil idéologique, pour finalement révolutionner les règles du cinéma. Rejeté à Moscou et à La Havane pour son excès de poésie, cette chronique sur l'oppression des paysans et des étudiants avant la Révolution a été enterrée jusqu'à ce que Martin Scorsese et Francis Ford Coppola la ressuscitent dans les années 90. Ce qu'ils ont sauvé était un miracle visuel sans précédent. Le directeur de la photographie, Sergei Uruzevski, a utilisé une pellicule infrarouge pour teinter le paysage caribéen d'un blanc fantomatique et irréel. La véritable folie technique réside dans ces plans séquences impossibles. La caméra flotte au-dessus des bâtiments, plonge dans des piscines et avance dans la foule en défiant les lois de la physique. Chaque photogramme est une déclaration de guerre formelle au cinéma conventionnel. Tourné 1 an avant que l'homme ne pose le pied sur la Lune, l'Odyssée de l'espace a transposé l'infini sur celluloïd. Stanley Kubrick a élargi le récit depuis l'aube de notre espèce jusqu'à une expédition aux confins de Jupiter, menacée par la logique froide d'une intelligence artificielle. En quête d'un réalisme extrême, l'équipe a tourné à l'intérieur d'une centrifugeuse de 30 tonnes pour simuler la gravité
et a tordu la lumière grâce à la technique du slit scan, donnant naissance à l'étouffant voyage psychédélique du climax. 0 pixel. Tout ici n'est que maquette, lentilles optiques et mathématiques pures. Sa perfection géométrique continue d'humilier la science-fiction actuelle, nous forçant à regarder le vide cosmique pour faire face à notre propre origine. Faire un film entier en ne tournant que 20 minutes par jour ressemble à un suicide commercial, mais a donné naissance à la toile cinématographique la plus belle jamais filmée. Les Moissons du ciel situent sa tragédie rurale au début du XXe siècle, en suivant un trio de fugitifs qui se font passer pour des frères et sœurs, tout en se cachant dans une immense ferme de blé isolée au Texas. Nestor Almendros a défié les règles d'Hollywood en éteignant les projecteurs artificiels et en soumettant la production à la tyrannie du soleil, filmant presque entièrement pendant ladite heure magique. Ce bref et angoissant instant entre le coucher du soleil et la nuit teinte les champs d'une mélancolie dorée qui sent le feu, le blé et la nostalgie, engendrant des textures si pures que la nature cesse d'être un décor pour juger en silence la cupidité des hommes. Tess est le chef-d'œuvre le plus injustement sous-estimé de toute l'histoire du cinéma. Pendant le tournage, le directeur de la photographie, Geoffrey Unsworth, le génie en personne derrière 2001, est décédé d'une crise cardiaque, obligeant Ghislain Cloquet à prendre le relais pour terminer cette œuvre culminante de Roman Polanski. Si la place précédente a transformé l'heure magique en légende, ici on la surpasse complètement en la transformant en une arme dramatique déchirante. Exigeant un tournage titanesque de 9 mois, où ils ont refusé les projecteurs de studio pour poursuivre la lumière naturelle la plus pure et diffuse jamais filmée. Cette adaptation de Thomas Hardy dépeint le destin de deux êtres fatalement entrelacés, nés pour s'aimer, mais condamnés à être broyés par la rigidité morale victorienne. La diversité de ces paysages est colossale, et chaque décor extérieur fonctionne comme un miroir de l'âme. Les brumes dorées de l'innocence printanière cèdent la place à la boue grise et aux horizons gelés de l'hiver, lorsque la douleur devient irréversible. Cette toile pastorale prend vie pour prouver que la lumière et la couleur ne décorent pas l'écran, mais saignent la tragédie de son protagoniste. Capturer l'immensité du néant absolu pour la transformer en le spectacle le plus colossal de l'histoire du cinéma. C'est cela Lawrence d'Arabie, un miracle optique et physique, où le désert est un antagoniste implacable et mystique qui dévore la santé mentale des hommes. Pour cette épopée, ils ont dû traîner des caméras extrêmement lourdes de 70 mm à travers des zones inexplorées de Jordanie, défiant des températures de 50 degrés qui menacèrent de faire fondre le celluloïd même à l'intérieur des châssis. Le résultat est d'une envergure surhumaine. Chaque cadrage panoramique est une composition picturale parfaite, où le ciel brûlant et les dunes interminables écrasent l'ego du protagoniste, montrant que la véritable épopée se conquiert en ayant soif sous le soleil. Si le cinéma moderne sait comment illuminer l'obscurité, c'est grâce à la leçon magistrale donnée par Vittorio Storaro dans ce magnifique cauchemar. Le conformiste dissèque un homme terrifié par sa propre identité, prêt à commettre n'importe quelle atrocité pour se fondre dans l'Italie de Mussolini. Bernardo Bertolucci transforme cette misère morale en une imposante cage de lumière et de marbre. Les gigantesques bâtiments totalitaires réduisent l'individu à un insignifiant grain de poussière, tandis que des coupures d'ombres acérées traversent les visages comme les barreaux d'une prison psychologique. Ici, il n'y a pas de paysage mélancolique, ni de lever de soleil. Il règne une palette de couleurs froides et de clairs obscurs, d'une froideur millimétrique. C'est la tyrannie séduisant la rétine. Un déploiement esthétique si extrême et avant-gardiste que Francis Ford Coppola l'a adopté comme la Bible visuelle absolue pour concevoir les ténèbres du parrain. Personne n'a jamais filmé l'amour avec la beauté dévastatrice de Paris, Texas. C'est mon film préféré pour une raison indiscutable. Il dissèque ce lien unique, ces deux moitiés destinées à se retrouver qui, bien qu'elles ne puissent pas être ensemble, n'arrivent jamais à ne faire qu'une sans l'autre. Wim Wenders et Robbie Muller ont construit un poème visuel en s'inspirant du réalisme mélancolique d'Edward Hopper. Ils ont transformé la solitude et l'amour en une toile où les néons, les couchers de soleil saignants et les lumières industrielles racontent ce que le dialogue tait. La scène du Peep Show n'est pas du théâtre filmé. C'est une communion d'âme, où la caméra nous montre ce qui n'existe pas en mots. À travers ce jeu de reflets, les visages des deux fusionnent en une seule identité,
traduisant la douleur de ceux qui se reconnaissent comme un seul et même être coupé en deux. C'est, tout simplement, le summum du cinéma. Le Guépard a documenté la fin d'un monde, avec un niveau d'exigence si absurdement extrême, qu'aujourd'hui cela ruinerait n'importe quel studio. Luchino Visconti a ressuscité le 19e siècle de manière si maladive qu'il obligeait à laver les sous-vêtements des figurants, invisibles à l'objectif, avec des techniques de l'époque. Pour filmer cette agonie sicilienne, Giuseppe Rotunno a maîtrisé le format massif Technirama, éclairant les palais exclusivement par des milliers de vraies bougies qui fondaient en quelques minutes, obligeant l'équipe à les changer contre la montre entre les prises. Cette chaleur étouffante qui noie l'écran, c'est la cire qui consume l'oxygène du plateau. Une telle folie perfectionniste éclate lors de l'apogée. Une danse ininterrompue de 45 minutes. À mesure que l'aube approche, l'épuisement physique des acteurs transperce le celluloïd. La sueur craquelle le maquillage, les postures s'effondrent, et l'or opulent des candélabres est finalement anéanti par la lumière impitoyable de l'aube. C'est une gifle de réalité, où la caméra se contente d'observer comment le temps enterre une classe sociale tout entière. Filmer l'intérieur de l'esprit humain devrait être impossible. Mais dans le miroir, Andrei Tarkovsky a filmé l'expérience la plus transcendantale de toute l'histoire du cinéma. L'obsession derrière chaque cadrage frôle la psychiatrie. Le réalisateur a ordonné de reconstruire la cabane exacte de son enfance en se basant sur de vieilles photographies et a obligé à semer un immense champ de sarrasin 1 an à l'avance. Tout cela uniquement et exclusivement pour pouvoir capturer ce moment effrayant où une rafale de vent invisible écrase les épis. La caméra de Rehberg se comporte comme un état de conscience altéré, mutant de façon imprévisible entre un noir et blanc cru, des sépias fantomatiques et des couleurs hypnotiques. Les éléments naturels prennent un poids physique écrasant. Le toit fuit à l'intérieur des maisons, une grange brûle sous une pluie torrentielle et le lait renversé tache le bois pourri. C'est une psychophonie visuelle insaisissable qui kidnappe ton subconscient, te forçant à hériter d'une nostalgie et de souvenirs intimes qui ne t'appartiennent même pas, mais qui se connectent à ceux de ta propre âme. L'histoire du cinéma a un plafond, et il est éclairé à la lueur des bougies. Avec Barry Lyndon, Stanley Kubrick ne s'est pas contenté de dépeindre le XVIIIe siècle. Il a piraté les lois de l'optique pour le séquestrer. Il a refusé catégoriquement d'introduire le moindre projecteur de lumière artificielle dans les séquences nocturnes. Pour réaliser l'impossible, il a acquis 3 objectifs Carl Zeiss de 50 mm, des cristaux ultralumineux créés par la NASA exclusivement pour photographier la face cachée de la Lune. Adapter cette technologie aérospatiale aux caméras a nécessité de les détruire et de les repenser, le tout dans un but unique et dément. Filmer les somptueux salons aristocratiques en utilisant, comme unique source de lumière, le feu vacillant des candélabres. Aux côtés du directeur de la photographie John Alcott, Kubrick a transformé le cadre en un musée vivant, calquant la densité, la symétrie et la texture mélancolique de la peinture britannique du XVIIIe siècle. Les zooms arrière caractéristiques et glaciaux ne sont pas des caprices esthétiques. Ils agissent comme l'œil d'un dieu qui observe un arriviste insignifiant, révélant comment l'immense et rigide paysage le dévore lentement. C'est un prodige technique et narratif qui, un demi-siècle plus tard, continue d'humilier toute l'industrie, maintenant le trône intouchable de la meilleure cinématographie jamais tournée. Voilà pour le plafond visuel du cinéma. Ceci est ma liste, mais maintenant c'est à ton tour. Quel chef-d'œuvre impardonnable ai-je laissé de côté? Défends ton préféré dans les commentaires. Si tu aimes le 7e art autant que moi, laisse un j'aime, abonne-toi et on se voit dans la prochaine vidéo.